tous, je me présente, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. J'interviens euh, énormément en fiscalité internationale sur des sujets d'expatriation et beaucoup sur Israël. Et donc aujourd'hui, le thème qui a été choisi, c'est un thème qu'on voit de manière récurrente depuis un certain nombre d'années. Et vous allez voir sur des aspects qui ne faisait pas obligatoirement l'objet de déclarations il y a 10 ans ou 15 ans, mais aujourd'hui, au regard d'une transparence fiscale et une transparence d'information au sein de l'OCDE, Israël communique, la France communique, il y a des échanges d'informations. Donc, comme on va parler, on parle d'immobilier, on va commencer par le b.a.-ba, c'est l'acquisition. Souvent, lorsqu'on vient me voir, on me dit, j'ai acheté un bien, j'achète un bien, qu'est-ce que je dois déclarer en France? À partir du moment où vous n'êtes pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière en France, vous n'avez pas à déclarer ce bien en France. Vous avez uniquement le besoin de le déclarer en France si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune. Je rappelle qu'il faut avoir possédé un patrimoine immobilier net d'1 300 000 euros. Et donc, ce n'est pas parce que ce bien se trouve en Israël que vous ne devez pas le déclarer. Vous êtes résident fiscaux français, donc vous avez une obligation mondiale en termes de déclaration de patrimoine, et donc vous devez déclarer la totalité de votre patrimoine. Donc, lorsqu'on achète un bien, pas d'obligation particulière. Maintenant, le bien, vous l'avez acheté euh, pour l'utiliser en résidence secondaire. Dans ce cas-là, pas d'obligation particulière. Bon, il faut savoir, généralement, lorsque vous achetez un bien, vous allez ouvrir un compte bancaire. Donc, le compte bancaire doit être déclaré à partir de l'année où vous ouvrez ce compte bancaire. Vous avez ouvert un compte bancaire en 2024 en Israël, vous devrez le déclarer dans la déclaration 3916, qui est une annexe de l'impôt sur le revenu, au mois de mai prochain. Si vous ne le faites pas, vous avez un risque d'amende de 1500 euros. Alors, attention, parce qu'on voit, nous, quasiment une fois tous les 2 mois, des gens se faire attraper. C'est que en Israël, lorsque vous ouvrez un compte, vous allez posséder un compte euro, shekel et dollar. Ce n'est pas un seul compte, c'est 3 comptes. Donc nous, on voit en pratique les personnes qui ne déclarent pas. La France, elle n'est pas une fois l'amende à 1500 euros, elle met 3 fois l'amende à 1500 euros, quels que soient les montants que vous avez sur ce compte. Et donc, si vous ne l'avez pas déclaré il y a 1 an ou 2 ans, il faut quand même reprendre et le déclarer parce que ça va créer une suspicion. L'administration va voir que vous n'avez pas déclaré votre compte, se pose des questions sur l'acquisition du bien. Donc, vraiment, lorsque vous achetez un bien, même pour le posséder uniquement en résidence secondaire, euh, déclarez le compte bancaire qui est obligatoirement attaché à l'acquisition. Après, on passe sur un sujet un peu plus compliqué. Vous achetez ce bien, euh, souvent en vous disant, bon, je vais faire mon alia dans quelques années ou je souhaite profiter d'un bien immobilier, mais le reste de l'année, je vais le louer. Quel est le régime applicable? Alors, c'est un peu particulier parce que le principe de base est de dire que le bien et les revenus de ce bien vont être imposés dans l'État où il se trouve. Donc, vous allez devoir déclarer les loyers, les revenus immobiliers en Israël. C'est très important que vous le fassiez parce que vous allez vous rendre compte que l'imposition en Israël est nettement moins élevée qu'en France et que si vous ne l'imposez pas en Israël, la France ira le déclarer avec le taux d'imposition nettement plus élevé. Alors, vous allez avoir 2 régimes en Israël. 2 régimes. Dans le réseau Expertalia, on a souvent fait des visios sur ce sujet-là, donc je ne vais pas épiloguer. On a un régime qui consiste à amortir le bien, un peu comme ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui en France, du LMNP. Et puis un deuxième régime, qui est plutôt la base, hein, si vous avez une acquisition récente,
puisque vous allez avoir une valorisation importante, donc vous avez tout intérêt à amortir le bien. Et puis, le régime du forfait, c'est-à-dire que vous allez prendre 10% du montant brut de vos loyers, et puis vous allez être imposé à hauteur de 10%. Ça, un expert comptable israélien vous fera le nécessaire. Alors, petite subtilité. Vous êtes imposable en Israël. L'impôt payé ou déclaré en Israël va constituer un crédit d'impôt en France. Et un crédit d'impôt qui va annuler toute imposition en France. Mais faut-il encore que vous déclariez ce revenu en France? Si vous ne le déclarez pas, c'est un peu dans le prolongement du compte bancaire, vous allez avoir tout un nombre de conséquences qui vont être plus ou moins dramatiques pour vous. Et puis surtout, ce qui vous paraît très simple lorsque je vous l'explique est un peu plus compliqué. Parce que nous, quand on fait une déclaration sur des loyers israéliens en France, pour avoir le crédit d'impôt, il faut le déclarer. Il faut le déclarer en faisant une conversion en shekel, mais surtout en réanalysant l'imposition. Souvent, en Israël, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas être imposable parce que vous êtes sur un montant très bas. Sauf que nous, en France, on ne va pas dire que vous êtes non imposable et pour un montant très bas. On va prendre le vrai revenu déclaré par l'expert comptable israélien. Et c'est celui-ci qu'on déclare en France. Le fait qu'on vous fasse payer zéro, pour nous, c'est un sujet israélien, ce n'est pas un sujet français. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que la règle veut, quand un résident fiscal français loue un bien immobilier à l'étranger, qu'on applique les règles d'imposition françaises. Donc, le LMNP, tel que je vous l'ai expliqué, la location avec l'amortissement en Israël, ça ressemble au LMNP français. Sauf qu'attention, si vous louez votre bien, je vous conseille impérativement de le faire en location meublée. Pourquoi? Et on va aussi passer des contrôles fiscaux sur ça. Euh, Vous louez votre bien, vous ne faites pas attention parce qu'en France, on loue plutôt un bien non meublé qu'un bien meublé. Et puis, en France, vous allez faire votre déclaration d'impôt en envoyant les éléments faits par votre expert comptable. Vous avez deux déclarations annexes à remplir, celle des revenus fonciers et celle des revenus de sources étrangères, en indiquant les taux d'imposition en Israël. Et puis, donc, vous allez louer votre bien, et puis la France va vous demander, au fait, est-ce que le bien est loué nu ou meublé? Si vous le louez nu et que vous avez simplement rapporté les informations de votre expert comptable, la France, elle va vous enlever l'amortissement. Et effectivement, là, on a des incidences en termes d'imposition qui risquent d'être plutôt élevées. Pourquoi? Parce que le régime de l'amortissement en Israël concerne aussi bien les biens meublés que non meublés. Alors qu'en France, l'amortissement ne s'applique qu'aux biens meublés. Donc là, on voit déjà un sujet. Mais surtout, il est faux de dire, comme on lit dans la Convention, qu'il n'y a pas d'imposition. En France, vous allez avoir la règle du taux effectif global. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez différents revenus dans le foyer fiscal avec votre épouse, votre époux. Vous déclarez, on va dire, 100 000 euros. Puis vous avez des loyers israéliens et donc un revenu imposable qui va être, par exemple, de 15 000 euros. En France, vous allez effectivement déclarer les 100 000 euros. Les 15 000 euros, vous n'allez pas les déclarer, mais pour être imposé sur vos 100 000 euros, on va tenir compte d'une tranche d'imposition basée sur 115 000 euros. Alors, c'est extrêmement malin comme mécanisme. La France l'applique dans toutes les conventions fiscales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur un taux élevé d'imposition, du 41-45%, cette règle ne va pas avoir d'incidence. Mais si vous ne gagnez pas 100 000 euros au sein du couple
et que vous êtes sur une tranche d'imposition soit à 11, soit à 30%, et que le fait de rajouter 15 000 euros vous fait dépasser la tranche et passer dans une autre tranche, vous allez voir que vous allez avoir une imposition sur les revenus israéliens. Alors, ça ne joue pas obligatoirement sur des sommes importantes, mais souvent, nous, on voit que les clients sont un peu surpris. Donc là, on vient de voir, après l'acquisition, la location du bien. Troisième point, la cession du bien. Vous avez un bien. Alors, vous avez un bien, par définition, en Israël, pour vendre un bien, on va vous demander de démontrer que ce bien est connu de l'administration fiscale française. Donc, depuis quelques années, on fait des régularisations de biens immobiliers qui n'ont pas obligatoirement beaucoup d'incidence, sauf en matière d'impôt sur la fortune immobilière, mais il faut régulariser pour pouvoir vendre. Parce qu'aucune banque israélienne n'acceptera de l'argent, et si elle accepte de l'argent, la France sera immédiatement informée. Alors, petite subtilité qui n'est pas neutre et qui est extrêmement mal appliquée en Israël, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que sur les revenus fonciers, l'imposition revient à Israël. Sur la plus-value immobilière, l'imposition revient à la France. Sauf qu'Israël va vous imposer, et pour le coup, il va falloir redéclarer la plus-value en France sous déduction de l'imposition payée en France, en Israël. Alors c'est extrêmement important parce que on voit de plus en plus de contrôles avec des prix de cession qui sont relativement importants en Israël liés à l'augmentation du shekel et puis à différents éléments, c'est-à-dire que l'immobilier qui augmente constamment. On a donc normalement une imposition en France sur l'immobilier. C'est relativement peu connu. Je suis continuellement interrogé par des avocats ou experts comptables israéliens qui me disent, mais est-ce que les plus-values sont à déclarer en France? Oui, elles sont à déclarer. Donc attention, quand vous faites revenir l'argent, vous allez souvent avoir un retour un peu compliqué si vous n'avez pas déclaré vos plus-values. Donc, quel va être le mécanisme applicable en France? Il est relativement simple, hein. C'est une résidence secondaire, donc vous allez être imposé en fonction de la durée de détention. Jusqu'à 20, vous avez un abattement, du moins une exonération à l'impôt sur le revenu après 22 ans de détention et 30 ans en contribution sociale. Donc, point important, cession du bien. Et puis, on arrive à deux sujets qui sont bah, la donation ou la succession. Encore une fois, c'est des sujets qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années et qu'on voit, nous, très, très fréquemment. Euh, donation, succession, on les voit très fréquemment. Alors, la donation, on a souvent un sujet, nous, avocats fiscalistes français, avec les experts comptables ou avocats israéliens, même plutôt les avocats israéliens, parce qu'ils ont l'habitude d'expliquer aux résidents fiscaux français, en Israël, il n'y a pas de droit de donation, donc vous n'avez rien à payer. Dommage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous êtes résident fiscaux français, vous avez une imposition mondiale, et ce qui est sûrement le pire dans tout ce que je vais vous parler ce matin, c'est la donation. Pourquoi? Parce qu'une donation en droit français est quasiment imprescriptible. Vous allez me dire comment ça se fait. Quand une donation est déclarée à l'administration fiscale, normalement, elle doit être déclarée dans les 30 jours qui suivent la donation effectuée en Israël. Donc là, cette année, nous, on a fait faire un certain nombre de donations à des clients parce que le marché immobilier israélien le permettait, que c'est toujours mieux de faire une donation d'un bien d'une valeur importante et notamment de son vivant. Donc, on prend la valeur israélienne et puis on la convertit en shekel et on fait une déclaration et on paye auprès de l'administration fiscale française. Le sujet qu'on voit aujourd'hui, c'est des donations qui sont intervenues il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que l'administration fiscale vous demande de prouver comment vous avez été titulaire de ce bien.
Donc c'est relativement facile. Et d'ailleurs, Israël répond dans les demandes d'information en disant c'est par une acquisition ou une donation. Or, le texte concernant les donations prévoit deux choses. Lorsque l'administration fiscale a connaissance d'une donation, elle a le choix de prendre l'évaluation au jour de la signature de la donation, par exemple il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, soit au jour de la révélation de la donation. Donc, vous imaginez bien que si vous avez une donation d'un bien, il y a ne serait-ce une dizaine d'années en Israël, et que l'administration fiscale en a connaissance aujourd'hui, la valeur de votre bien, typiquement, a au moins été multipliée par deux, fois multipliée, voire multipliée par trois. Donc, en termes de coût, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup consulté sur les donations et je dis, c'est la pire des situations. Parce que quand vous voulez revendre, on voit tout de suite comment vous avez acquis le bien et est-ce qu'il a été donné ou acheté. On parle de la donation, on parle aussi de la succession. Alors, bien évidemment, on applique les taux français qui sont malheureusement les plus élevés de l'OCDE. En termes de succession, alors ça, on voit beaucoup d'opérations parce que typiquement, beaucoup de personnes ont acheté entre les années 80, 90, 2000 des biens, puis il arrive une succession. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand le dossier arrive chez nous, la première question que je pose, c'est est-ce que ce bien est connu de l'administration fiscale française? Alors, il y a quelque temps, on était sur des dossiers à 75% non connus de l'administration fiscale française. Aujourd'hui, quand même, on est plutôt sur des sujets où on est à du 50-50, voire majoritairement connu de l'administration fiscale française. Si votre bien n'est pas connu de l'administration fiscale et donc a été acquis, euh, il faut regarder comment il a été acquis et régulariser, notamment par le biais au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, voire au niveau des loyers. Donc nous, on a l'obligation de remonter et puis on fait un travail avec des experts comptables israéliens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au regard de la succession? Vous devez déclarer en France, dans la succession, le bien israélien. Alors, votre notaire va vous demander déjà, est-ce que la succession israélienne a été réalisée? Alors, votre chance, c'est qu'elle est à zéro, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Israël en matière de donation et succession, donc on applique le droit français. À partir du moment où la personne qui est décédée est française, la succession sera obligatoirement française, même si tous les enfants résident à l'étranger. Si, maintenant, on va prendre un autre cas, hein, on va considérer que puisqu'on parle aujourd'hui de résidents fiscaux français, vous êtes résident fiscaux français, puis vous héritez d'un parent qui vit, qui vivait en Israël et qui était résident fiscal israélien. Ben là, vous allez aussi avoir une déclaration de succession en France. Alors, c'est un peu plus particulier parce qu'on ne va pas l'intégrer dans une déclaration de succession de la personne, mais c'est vous spontanément qui allez faire une déclaration en expliquant, j'ai mon père, ma mère, une personne qui est décédée en Israël. J'hérite d'un bien immobilier, donc je vais déclarer la quote-part de ce bien immobilier et payer les droits de succession. Si la personne est résidente fiscale française, vous devez payer les droits dans les 6 mois de son décès.
Si elle n'était pas résidente fiscale française, comme l'exemple que je viens de donner, vous devez payer les droits dans un délai de 12 mois. Alors, pour être spécialisé en expatriation fiscale, l'administration est très au fait des successions. C'est-à-dire que je vois, quelquefois, on m'explique que mon client est décédé et qu'il n'y a pas de succession en France. Et généralement, dans le délai d'un an, un an et demi, si on a un recommandé de l'administration fiscale demandant des explications pourquoi aucune déclaration n'a été faite en France. Il faut avoir conscience aujourd'hui que l'assistance administrative entre la France et Israël fonctionne. Alors, elle a moins bien fonctionné fin 2023 et début 2024, mais quand on regarde le nombre d'assistances administratives, il faut savoir qu'il y a plus de dossiers et demandes d'assistance administrative entre la France et Israël qu'entre la France et la Belgique. Alors quand on connaît le nombre de Français résidant en Belgique, avec notamment des gros patrimoines, et ne vous dites pas, j'ai un petit patrimoine, ça ne va pas me concerner, c'est même souvent l'inverse. C'est-à-dire, dès qu'ils trouvent une info, ils y vont. Moi, je le vois sur des dossiers de personnes qui ont des biens immobiliers euh, et pas obligatoirement à Tel Aviv. Et moi, j'ai deux dossiers là avec Israël où les inspecteurs n'ont vu qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils ont immédiatement actionné l'assistance administrative internationale et posé les questions à Israël qui a répondu. Donc, ce qu'on vient de voir ce matin entre l'acquisition, entre la location, entre la cession, puis après les sujets de transmission, soit de son vivant par donation, soit du fait de décès, c'est des sujets que la France regarde énormément. Elle les regarde parce qu'à chaque fois en France, qu'on fait une opération, on a une taxation possible. Donc, faut surtout éviter de mal déclarer et je vous invite à... moi, je dis toujours à mes clients, même si vous n'avez pas déclaré une année, 2 années, 3 années, bah, je vous conseille de le faire parce que vous allez vous rendre compte, malheureusement, que les dossiers, même pour des petits montants qui ne sont pas déclarés, ça devient tout de suite des usines à gaz. Et l'administration fiscale française ne lâche pas les dossiers. Alors, ce n'est pas propre à Israël, hein, puisque Israël doit représenter moins de 20% de mes clients. Et pourtant, je vois des dossiers en permanence. Euh, la France procède de la même manière sur des personnes qui sont au Maroc, à Dubaï, en Thaïlande, à Singapour. Euh, donc, il faut faire très attention quand on achète un bien immobilier. Il y a un certain nombre de conséquences fiscales. Et la conséquence fiscale, il est aussi que le marché israélien se porte plutôt bien en valeur immobilière, c'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont extrêmement importantes et donc qu'on voit qu'on est très rapidement à l'impôt sur la fortune. Et l'impôt sur la fortune, la prescription, elle est de 6 ans. La prescription, c'est un vrai sujet. On en a parlé pour les donations. Je rappelle quand même que dans la loi de finances pour 2025, qui est une loi de finances qui est un peu au rabais, on a une disposition qui concerne la détermination de la résidence fiscale pour expliquer au juge comment il doit appliquer les textes, parce qu'il y avait certaines dispositions certains arrêts un peu particuliers ces derniers temps. Et puis surtout, on a augmenté le délai de prescription sur la remise en cause de la résidence fiscale étrangère, qui est passé à 10 ans. Donc, si vous êtes résident fiscal israélien, ou vous souhaitez le devenir, dites-vous que l'administration aura tout moyen de venir regarder. Elle aura 10 ans devant elle pour remettre en cause une résidence fiscale étrangère.